Ça tourne. Je démarre. Du coup, ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Teria. On s'est dit que c'était intéressant de faire un petit topo sur la politique cyber de Donald Trump, au vu des actualités récentes et des nombreuses choses que vous voyez passer, j'imagine, comme nous. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir sur le campus avec Hugues Benoît Julia. Benoît qui est prof de géopolitique à Oteria, mais qui est également et surtout prof de géopolitique en prépa, pour des prépas HEC. Benoît, ça va ? Ben, ça va et vous ? Très bien. Ravi de faire cette première intervention. Exactement, t'es le premier d'une longue série, j'espère. Du coup, Benoît, pour démarrer très rapidement et immédiatement dans le sujet, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un topo de la politique cyber de Trump. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, globalement, qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, les décisions qui ont été prises? Il y a eu beaucoup de mouvements à la tête de certaines instances, il y a des décisions qui ont été prises, notamment vis-à-vis de la Russie. Est-ce que tu peux nous faire un topo rapide des gros mouvements qu'il y a eu récemment? Topo rapide des mouvements ou du contexte d'abord ? Parce que tous ces mouvements interviennent dans un contexte un peu spécifique, celui du niveau de menace cyber très élevé aux États-Unis en fait. Contrairement à ce qu'on croit, on pense souvent que les États-Unis, beaucoup plus que d'autres pays, sont largement protégés, mais en fait, ils ont été la cible d'importantes attaques cyber depuis 4-5 ans. Et des attaques qui viennent principalement de la Russie et de la Chine, un peu de l'Iran ou de la Corée du Nord, mais de façon relativement marginale. Mais si on prend par exemple la Russie, sur laquelle on va revenir, parce qu'une partie de la politique cyber de Trump, ou en tout cas de ses premières décisions, concerne la Russie. La Russie, elle a été à l'origine d'au moins 2 grandes, on va dire, cyberattaques depuis une dizaine d'années. Bien sûr, les ingérences qui ont permis à Donald Trump de gagner l'élection présidentielle de 2016, mais également la cyberattaque SolarWinds de 2020, qui a touché quasiment tous les départements du pouvoir politique américain et toute une série d'institutions. Je crois qu'il y a quasiment 18 000 institutions qui ont été touchées. Le département du Trésor, le département du commerce, le Pentagone, de la santé, de l'énergie. Et donc, d'autres types d'attaques, à mon avis, particulièrement à prendre en compte, qui sont un petit peu un impensé, à mon avis, de la politique de Trump pour l'instant dans le domaine cyber. Ce sont les attaques cyber provenant de la Chine. Il y en a eu plusieurs depuis 2023. En fait, il y a eu ce qu'on appelle Typhoon, ou Typhoon. Bon, il y a eu Volt Typhoon, Sol Typhoon et Flax Typhoon. Si je prends la première, Volt Typhoon, elle a touché énormément de réseaux américains et principalement, notamment, des réseaux qui sont présents sur l'île de Guam, où se trouve une grande base américaine qui, on va dire, est une base avancée de la politique américaine en Asie orientale devant la montée en puissance chinoise. Donc il y a eu beaucoup de réseaux qui ont été affaiblis, touchés avec de l'espionnage et probablement par un virus qui était présent depuis 2021. Donc qui est resté sur le temps long dans une logique living off the land, donc vivant sur finalement les réseaux et attendant potentiellement d'être déclenché un jour. Et l'autre grande attaque, principalement, Salt Typhoon de 2024, elle, pour le coup, elle a touché quasiment l'intégralité des grands opérateurs de télécommunications aux États-Unis, principalement Verizon, AT&T, et qui ont été durement impactés aussi par cette attaque. Donc voilà, juste je voulais redonner un petit peu le contexte global, qui est celui d'une grande vulnérabilité américaine, et ce qui étonne, donc justement, quand on regarde les décisions prises par Donald Trump. Et justement, par rapport à ce contexte-là, on comprend que les États-Unis peuvent être vulnérables. Est-ce que tu peux revenir sur les motivations des hackers quand ils attaquent un État ? Quelles sont les motivations ? Quels sont les enjeux principaux ? Un premier élément de contexte, c'est que la menace cyber, elle pose un problème majeur aux États. C'est qu'en réalité, elle est sous le seuil de la conflictualité armée. Et donc, aucun État ne sait véritablement comment réagir finalement à ce type d'attaque, puisque finalement, il est très très difficile pour un État de déterminer si oui ou non ses intérêts vitaux et stratégiques ont été touchés. Et dans quelle mesure on peut, par la suite, on ne va pas déclencher une opération militaire au sol, envoyer une bombe atomique. Donc c'est particulièrement compliqué. Par ailleurs, autre problème posé par les cyberattaques, c'est celui de l'identification de l'assaillant. C'est d'ailleurs souvent l'une des marques de la puissance dans le cyberespace que d'être capable de déterminer qui vous a attaqué, sachant que les attaquants passent souvent aussi par des proxys, c'est-à-dire des intermédiaires, des cybermercenaires qui peuvent justement diluer un peu l'origine de la menace et rendre très très compliqué l'identification.
Après, pour ce qui est des objectifs, en fait, il y en a des multiples. Ça peut être tout simplement paralyser justement les services vitaux d'un État. Alors l'exemple le plus emblématique d'une situation de paralysie des services vitaux, ça a été l'Estonie en 2007, qui a été touchée durement par une attaque cyber d'origine russe. Mais vous pouvez tout simplement faire de l'espionnage. Alors les Américains ne sont pas en reste, mais là justement les Chinois, il semblerait par exemple que Salt Typhoon ce soit plutôt justement une opération de cyberespionnage. Et puis après, vous pouvez avoir toute une série de types d'offensives comme les ransomware qui tout simplement consistent pour des cybermercenaires à se rémunérer en pillant un certain nombre de données. Mais voilà, vous pouvez tout à fait aussi cumuler les différentes attaques entre elles, c'est-à-dire que l'espionnage s'associe aussi très souvent avec justement des ransomware. Ok, merci, très clair. Et du coup, pour revenir à la question de Romain, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il a encore fait Trump ? Alors donc Trump, depuis son élection, il a pris déjà une série de mesures qui sont assez importantes, alors qui ne bouleversent pas forcément la phase de la défense cyber américaine. Mais si je dois les remettre un petit peu et essayer de les structurer, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est revenu sur un certain nombre d'executive orders, autrement dit de décisions de Joe Biden. Et je vais en noter deux, et après on essaiera de réfléchir aux raisons pour lesquelles il a pris ces deux décisions. Donc il est revenu sur deux décisions, un executive order, l'executive order 14139, notamment qui structurait la chaîne de réflexion cyber autour du président de la République, donc avec notamment l'organigramme, avec son conseiller spécial cyber, etc. Donc finalement, en revenant sur cette décision, il déstructure cet organigramme et il se vulnérabilise lui-même parce que finalement, la remontée des informations sera probablement moins nette pour lui et moins transparente. Et autre élément très important, car complètement influencé finalement par les géants de la tech, il est revenu sur l'executive order 14144, un executive order qui s'appelait en fait Secure by Design. Autrement dit, il y avait une grande question qui se pose aux États-Unis, c'est comment diffuser les pratiques de la cybersécurité. Et vous avez plusieurs façons de le faire, et on va dire deux principales. Ou bien essayer d'imposer à tous les acteurs de l'économie, toutes les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises, finalement, des pratiques de protection cyber. Et la charge pèserait sur ces entreprises pour justement se doter d'outils cyber. Ou l'autre possibilité, c'était de faire peser sur un nombre beaucoup plus restreint d'entreprises, à savoir les géants de la tech, qui justement créent les logiciels qui vont être utilisés par le marché et tous les acteurs économiques, leur imposer finalement de déployer by design, c'est-à-dire dès la conception, un certain nombre d'outils de cybersécurité. Et Joe Biden avait tranché et avait imposé finalement à justement tous ces géants de la tech, aussi à des entreprises comme Cisco, mais aussi d'entreprises potentiellement étrangères comme SAP, de déployer par eux-mêmes toute une série d'instruments cyber pour se protéger des éventuelles cybermenaces. Et donc, c'était à ces entreprises-là de dépenser. Et Donald Trump, probablement aussi pour satisfaire aux exigences des grands acteurs de la tech, est revenu sur cette décision. Donc voilà pour deux décisions déjà de détricotage, on va dire, de ce qui avait été mis en place par Joe Biden et qui faisait partie de ces décisions importantes sur le plan cyber. Après, il y a d'autres choses. Donc, juste pour revenir sur ces deux décisions, bon, la deuxième, on comprend que c'est pour séduire, on va dire, les acteurs de la tech. La première, on a plus de mal à comprendre pourquoi il a fait ça, quelle est la stratégie derrière. Alors c'est une décision assez étonnante. En réalité, on considère que son impact est assez limité. L'explication qui revient le plus, on va dire que c'est quasiment une explication psychologisante, c'est-à-dire qu'on constate qu'il prend un certain plaisir à détricoter toute une série de décisions prises par Joe Biden au motif qu'elles ont été prises par Joe Biden. Donc c'est la principale explication, en tout cas pour la remise en cause de cet executive order en particulier. Ok. Peut-être pas très satisfaisante, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Ok. Alors, peut-être un désir de simplification aussi. Il voit ça comme une simplification des process. C'est possible aussi. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de décisions. Et justement, parmi les autres décisions et qui sont directement touchées par cette volonté de simplification, notamment économique, eh bien, Donald Trump est en train d'affaiblir assez profondément l'agence américaine qui s'appelle la CISA, donc qui est l'équivalent américain de ce qu'on appelle l'ANSI. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez toute une série d'agences, de départements qui ont en charge la cybersécurité. Par exemple, vous avez l'US Cyber Command qui, pour le coup, lui, est en charge de la cybersécurité essentiellement sur le plan militaire.
Vous avez la NSA et le FBI qui sont en charge de la cybersécurité. Pour la NSA, essentiellement sur le plan extérieur, avec surtout beaucoup de renseignements en fait et de recherche d'informations. Vous avez le FBI beaucoup plus sur la sécurité intérieure, mais pour j'ai envie de dire, des motifs d'intérêt de sécurité publique. Et vous avez donc la CISA. Alors la CISA, en plus, elle a été créée par Donald Trump lors de son premier mandat en 2018. Et l'un de ses objectifs, c'est d'essayer d'assurer la cybersécurité des réseaux, en fait, non classifiés aux États-Unis. Ceux qui sont aussi utilisés par beaucoup de départements américains, et aussi de diffuser toute une série de pratiques cyber, en fait, on va dire, à l'économie civile et l'économie réelle qui touche pas forcément à des secteurs classifiés ou ultra sécurisés. Donc voilà un petit peu son rôle. Et elle a été créée elle-même par Donald Trump en 2018. Ok, super intéressant. Et vas-y, dis-moi. Si je résume, juste pour nos étudiants qui vont écouter ce podcast, donc premier point pour toi, c'était une forme de mouvement autour de lui, ou en tout cas sa garde rapprochée sur les sujets cyber, qui vise à, je dirais, quasiment décentraliser un peu la décision, parce que du coup j'imagine que ça revient aux États fédéraux s'il y a certaines décisions qui sont plus prises à l'échelle de... Aussi. C'est pas forcément présent dans ces dans ces executive orders ou dans ces décisions, mais... Ok. Non, mais c'est plutôt que ça va peser aussi sur un certain nombre de secteurs privés. Mais donc, par exemple, pour le CISA, il démantèle pas tout le CISA. Ouais, c'est juste des réductions budgétaires. Alors, il réduit des choses souvent assez ciblées aussi. Donc, par exemple, parmi les dépenses du CISA, donc une agence fédérale dont les budgets viennent donc de l'État fédéral, il a diminué plusieurs budgets, notamment plusieurs budgets qui concernent la lutte contre les ingérences lors des élections. Alors ça s'explique en grande partie parce qu'il considère justement que cette agence qu'il a pourtant créée est devenue un instrument des démocrates pour essayer de mettre en avant le fait que l'élection de 2016 aurait été largement, pas truquée, mais en tout cas orientée grâce justement à l'ingérence russe. Et donc il considère que c'est devenu vraiment une arme anti-Trump. En fait, il y a une sorte de paranoïa autour de ce type de logique. Ok, super intéressant. Et enfin, moi, le dernier point que je voulais couvrir, peut-être parce que je pense que c'est un truc que nos étudiants ont vu et entendu récemment, il y a eu, en tout cas dans la presse, quoi, des relais comme quoi il y aurait une nouvelle approche vis-à-vis de la menace cyber étrangère. Complètement. Russe, essentiellement, en fait. Ouais, c'est ça. Pas forcément chinoise, c'est ça qui est aussi intéressant. Donc, essentiellement ciblé sur la Russie. Donc, moi, ce que j'en ai compris, c'est que régulièrement, par le gouvernement américain et ses porte-paroles, la menace était citée côté russe, iranien et chinois, si je dis pas de bêtises. Complètement. Et la Russie, du coup, a disparu un peu de la rhétorique en tant que menace, quoi. Complètement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce point-là ? Complètement. Alors, Joe Biden, en 2023, avait publié un document qui était la stratégie américaine de cybersécurité, qui notamment désignait les origines de la menace, enfin, en tout cas, les principales origines de la menace cyber pour les États-Unis. Et dedans, il y avait donc effectivement les pays que tu viens de citer, Russie incluse. Et effectivement, là, depuis, c'était en février, donc Pete Hegseth, qui est le secrétaire d'État à la défense américain, effectivement, aurait demandé, d'après plusieurs journaux d'investigation américains, j'utilise bien le conditionnel parce qu'effectivement, le pouvoir aux États-Unis dément, en tout cas nie, qu'il y ait finalement ce type d'injonction, mais aurait demandé, non pas à toutes les agences fédérales américaines, mais en tout cas à l'US Cyber Command, donc la partie finalement des opérations offensives et défensives dans le domaine cyber rattachées à l'armée américaine, d'arrêter ces opérations qui concernait la Russie. Alors, il y a toute une série de facteurs qui pourraient expliquer ça. Alors, certains y voient vraiment la matérialisation, finalement, d'un rapprochement américano-russe. Et la preuve, finalement, qu'il y a une sorte d'axe Poutine-Trump qui se créerait, d'un axe, finalement, de régimes autoritaires et dictatoriaux. Et donc, évidemment, c'est une source d'inquiétude. D'autres sont un peu moins inquiets et considère finalement que ce choix-là s'explique en grande partie par la volonté américaine de renouer des contacts avec la Russie pour essayer de créer les conditions d'une paix en Ukraine, et que c'est finalement une sorte de signal positif envoyé à la Russie pour lui dire « bon, on est prêt à discuter, on réduit l'intensité finalement de la conflictualité et on crée les conditions d'un dialogue qui soit pas celui du « on dialogue, mais dans ton dos, on t'attaque ». Mais il faut bien noter que la Russie n'a
tout cas, affirmer, accorder aucune contrepartie finalement à une telle décision. Encore une fois, je l'utilise au conditionnel parce qu'on n'en est pas forcément certain. Ouais, c'est ce que tu nous disais en préparant cette émission. C'est vrai que c'est intéressant pour moi qu'il y ait effectivement des relais, enfin pour nous, hein, on a des relais de ce qui se passe côté Trump, parce qu'il y a beaucoup de bruit en ce moment. Et c'est vrai qu'on ne s'étonne pas de l'absence de réciprocité de la Russie sur ces sujets cyber. Je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête, parce que souvent on oublie que en fait, ça peut être simplement des purs cadeaux à des visées un peu plus larges que le sujet purement cyber. Et pour nos étudiants, encore une fois, je pense que c'est intéressant de prendre ce recul et de se dire, est-ce que s'il y a un mouvement qui est fait d'un côté, il y a un mouvement de réciprocité qui est fait de l'autre côté? Bah, de manière plus générale, si on sort du cyber, là, justement, il y a quelques étapes qui évoluent vers un éventuel accord en tout cas, peut-être pas une paix, mais un accord d'une trêve dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et on constate que finalement, les premières avancées sont on peut quasiment les considérer essentiellement comme des cadeaux faits par, je vais pas dire les Ukrainiens, mais en grande partie les Américains, aux Russes, sans véritable contrepartie. Puisque finalement, dans les 2 premières étapes, il y a d'abord l'arrêt des frappes réciproques sur les infrastructures énergétiques à la fois ukrainiennes et russes. Et on pourrait se dire, en fait, qui a gagné dans cette offensive-là? Ce sont principalement les Ukrainiens qui ont durement subi les offensives russes. En réalité, ces dernières semaines, la Russie a été très très durement touchée par un certain nombre d'attaques ukrainiennes extrêmement ciblées sur des infrastructures énergétiques et aussi de production pétrolière ou de raffinerie, ce qui a largement affaibli finalement la capacité russe à dégager un certain nombre de gains. Et donc finalement, certains l'analysent plutôt comme une concession faite à Poutine. Et c'est quasiment la même situation dans la deuxième étape qui est un cessez-le-feu, où ça? En mer Noire. Mais en fait, la mer Noire, depuis 2023, elle est plus du tout contrôlée par les Russes et au contraire, elle est largement contrôlée par les Ukrainiens. Donc si on fait un peu un parallèle avec ce qui se passe dans le cyber, on peut effectivement se demander, s'interroger et n'être que surpris finalement par le peu de concessions faites par les États-Unis à la Russie, potentiellement pour essayer d'obtenir la paix, mais à quel prix justement? Et peut-être pour finir, un petit conseil qui sort un peu du cadre de cette émission. Il est vrai que ça peut être un peu dur parce qu'on lit beaucoup de choses dans les news. Est-ce que tu as des conseils pour nos étudiants qui peuvent les aider justement à décortiquer un peu le vrai du faux et à construire une analyse géopolitique? Je pense que l'un des meilleurs éléments de réponse, c'est la multiplication des sources aussi. C'est-à-dire que, en fait, l'un des grands défis auxquels on est confronté, c'est qu'on a tous tendance, par facilité aussi, à s'abreuver aux mêmes sources de manière continue et finalement se construire des sortes de bulles cognitives et peiner parfois à essayer de ne serait-ce que penser que d'autres peuvent penser différemment. Et donc, multiplier des sources, c'est toujours très intéressant. Essayer aussi d'aller lire, si possible, dans le texte, un certain nombre de choses qui sont dites à l'étranger, pas en anglais. Moi, il y a des sources anglaises que j'aime beaucoup. Foreign Affairs, par exemple, je trouve un journal de très très grande qualité qui en plus permet des analyses assez développées. Donc voilà, il faut lire des journaux français, en plus avec différents points de vue, des journaux un peu de droite, des journaux de gauche. Voilà, il faut lire des journaux américains, potentiellement aller écouter les interviews ou les prises de parole de Trump, parce qu'en fait c'est très différent d'aller écouter Donald Trump 2 minutes sur BFM avec un petit passage tronqué et Donald Trump 1h30 lorsqu'il fait, on en parlait Romain la fois dernière, lorsqu'il parle 1h40 devant le Congrès américain, et là on se rend compte en fait de ce qu'il a envie de faire. Il annonce tout, il cache rien, il n'y a pas forcément de surprise, et voilà, c'est très différent finalement d'aller se nourrir aux sources. Alors si en plus certains ont la chance d'aller lire les sources en russe, c'est aussi très important pour essayer de rentrer dans d'autres mentalités, et le fait d'essayer d'aller s'abreuver à des sources très variées n'empêche pas nécessairement d'avoir sa propre opinion et de faire le choix finalement de plus croire tel journal ou de considérer que celui-là est dans le vrai et que l'autre en tout cas dit quelque chose de faux voilà, auquel on peut s'opposer. Super intéressant. Si je résume, pour être très concret et applicable, Foreign Affairs pour nos étudiants,
Non, c'était un exemple parmi Mais c'est un d'autres. exemple, C'est mais un c'est- excellent journal. En France, par exemple, un journal qui s'est imposé depuis 3-4 ans comme étant l'un des journaux de référence en géopolitique, c'est Le Grand Continent. Je crois qu'on en avait parlé également. Après, il y a des journaux de très grande qualité. Alors, certains qui sont des quotidiens, d'autres des hebdomadaires, d'autres des mensuels. Mais par exemple, Politique étrangère en France est de grande qualité. Vous avez Diplomatie aussi. Et puis, bien sûr, même je dirais qu'alors pas forcément les brèves qui reprennent l'AFP du Monde ou du Figaro, mais Le Monde ou le Figaro, par exemple, font souvent dans leur partie internationale des études ou qui sont très très intéressantes et assez poussées. Le Monde particulièrement, je trouve. Ah non, en effet, Le Grand Continent, tu m'avais conseillé. Et je le conseille à ceux qui écouteront ce podcast juste au bout. 8 € par mois. Et honnêtement, les analyses sont plutôt qualitatives. J'en avais envoyé une à Hugues. Trop bien. Merci Benoît. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour de nouvelles analyses sur Radio Terria. Avec plaisir. Merci Ben. Merci.